Force ouvrière veut s'exprimer. Monsieur Chorin, peut-être. Président, bien entendu, je vous remercie de me passer la parole. Je voudrais d'abord vous remercier, évidemment, comme mes collègues, pour votre invitation, et puis aussi indiquer qu'évidemment, passant le dernier, il y a un certain nombre de choses qui ont été dites par mes collègues, donc je vais essayer de ramasser un peu le propos et de pointer un certain nombre d'éléments qui nous semblent fondamentaux. D'abord, quelques considérations générales en préalable. Vous nous y avez d'ailleurs invité si nous le souhaitions. En ce qui concerne FO Énergie et Mines, nous voulons rappeler que nous avons toujours été en faveur de l'énergie nucléaire, dès lors qu'elle est régie par des règles de sûreté exigeantes, qu'elle reste gérée par des entreprises publiques, qu'elle contribue à la protection du pouvoir d'achat des ménages et de l'emploi dans les entreprises, au travers d'un prix du kilowattheure parmi les moins chers d'Europe, et que les salariés y travaillant bénéficient d'une protection sociale de haut niveau. Nous profitons donc de cette intervention pour rappeler que pour nous, le nucléaire est une énergie d'avenir, que nous sommes en faveur de la prolongation des centrales dès lors que l'autorité de sûreté nucléaire l'y autorise, et nous réitérons notre opposition à la volonté gouvernementale de vouloir fermer la centrale de Fessenheim, ainsi qu'à celle de plafonner pour des raisons politiques la part du nucléaire dans le mix électrique. Une petite incise sur la question de l'hydraulique. Je veux dire aussi qu'il y a un vif émoi actuellement chez les hydrauliciens d'EDF compte tenu, et même de GDF Suez, compte tenu des discussions qui semblent dans le secret des cabinets. Je voudrais dire que nous souhaitons aussi être entendus sur ce sujet parce que ça nous concerne directement et nous ne partageons pas la vision que nous croyons avoir compris les débats en cours. S'agissant maintenant du sujet pour lequel vous nous auditionnez, FO Énergie et Mines tient à rappeler deux éléments à nos yeux fondamentaux. Premier élément, la décision pour EDF de sous-traiter telle ou telle partie d'activité de l'entreprise relève du choix de l'employeur, après consultation, mais pas accord, hélas, des institutions représentatives du personnel. Cette augmentation importante que l'on constate de la part de la sous-traitance ne concerne d'ailleurs pas que le nucléaire au sein d'EDF. Il y a beaucoup de personnel prestataire dans la partie commerciale et dans l'informatique. Mais il est vrai que l'impact que cette sous-traitance revêt dans le nucléaire, du fait de la spécificité de cette activité, a entraîné dès l'origine de vives réactions syndicales, notamment de Force ouvrière. Nous considérons en effet que la part de la sous-traitance dans cette activité doit être réduite. Et nous n'avons eu de cesse de nous battre pour la réinternalisation au sein d'EDF d'un maximum d'activités et donc d'intégrer au statut des IEG le plus grand nombre de prestataires. Nous notons que nous commençons à être entendus, puisque EDF, ça a été dit, a embauché un certain nombre de salariés, robinettiers, responsables de zone, coordinateurs, planificateurs, pour conserver des compétences en ces domaines importants. Nous revendiquons que cette évolution soit résolument poursuivie, et nous rappelons que l'État, étant actionnaire à 84% d'EDF, a son mot à dire dans ce débat, même si jusqu'à présent, cette évolution s'est déroulée sans qu'il ne se soit beaucoup manifesté. Pire, dans la mesure où l'État, à travers Bercy, continue d'exiger de l'entreprise, et donc des travailleurs, une part aussi conséquente de dividendes, on a les résultats d'EDF aujourd'hui, on est à 56,5%, soit parmi les entreprises les plus élevées du CAC 40, et on entend dire qu'il pourrait s'engager dans une nouvelle dilution de son capital, c'est encore cette même logique financière qu'il impose à l'entreprise. Nous rejetons totalement cette éventualité et continuons à revendiquer à l'inverse la renationalisation d'EDF, ceci dans l'intérêt du service public, mais aussi de l'ensemble des salariés du secteur, qu'ils soient EDF ou prestataires. Le second élément que nous voulons souligner est le suivant. Même si syndicalement notre fédération FO Énergie et Mines ne couvre que les salariés soumis au statut des IEG, nous sommes toujours engagés aux côtés de notre confédération et des autres fédérations FO concernées pour contribuer à une amélioration de la situation sociale des prestataires. C'est ainsi que nous participons activement aux travaux du comité stratégique de la filière nucléaire, dont la Confédération avait demandé et obtenu du précédent gouvernement la création, ainsi qu'à divers groupes de travail, et en particulier au comité d'orientation sur les facteurs sociaux, organisationnels et humains créé par l'ASN. À cet égard, nous rappelons que Jean-Claude Mailly, secrétaire général de notre Confédération, avait écrit dès juin 2012 un courrier au Premier ministre revendiquant la négociation sous l'égide du gouvernement d'un accord collectif améliorant les droits, les garanties et les conditions de travail des travailleurs du nucléaire. De notre point de vue, le cahier des charges sociales qui est intégré dans les appels d'offres des donneurs d'ordre marque une évolution, mais il ne s'agit pas d'un accord négocié entre employeurs et syndicats et il ne produit donc pas les mêmes effets juridiques. Un premier pas a été franchi en ce qui concerne la seule division production nucléaire d'EDF, FESA,
avec l'accord du 2 août 2013 intitulé « Une ambition sociale pour le projet industriel du parc nucléaire » que FO Énergie et Mines a signé. Cet accord contractualise pour la division production nucléaire le cahier des charges sociales du CSFN en y ajoutant, mais ça a été dit, des éléments supplémentaires de reprise du personnel en cas de perte de marché. Mais cela ne concerne pas tous les donneurs d'ordre et il ne s'agit là que d'un premier pas qui doit connaître des prolongements. Tels sont, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs les députés, les premiers éléments de positionnement que nous souhaitons porter à votre attention pour introduire cette table ronde. Merci.